6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions. De retour, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale est la une de Libération pour commencer. Révélation sur un trafic d'État. Il est question de trafic de drogue et surtout du patron de la lutte antidrogue, ou plus exactement de l'ancien numéro 1 des stupes, François Thierry, qui selon Libé aurait joué un rôle central dans l'importation en France de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis en lien avec un des plus gros trafiquants européens, un certain Sofiane H, dont l'avocate est au passage la compagne de François Thierry. Visage de la lutte antidrogue française depuis 2010, le commissaire avait pris l'habitude de poser devant ses plus belles saisies aux côtés des ministres de l'Intérieur successifs, Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve. Libération qui s'interroge. Que savaient ces derniers? Ont-ils cautionné ce trafic d'État? Élément troublant, au mois de mars, François Thierry avait été discrètement exfiltré de son poste pour devenir numéro bis de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Le Figaro, comme les... On reviendra sur cette histoire, parce que je vois faire des gros yeux, Julie, on reviendra sur cette histoire dans le journal de 7h tout à l'heure. C'est compliqué en tout cas. Mais vous allez voir, c'est très simple. Le Figaro, comme les Échos, aujourd'hui en France, reviennent largement sur les problèmes de carburant. La pénurie s'installe. L'Opinion, de son côté, dénonce la stratégie de pourrissement de la CGT sur la loi travail. L'humanité enfin regarde vers la Turquie. Silence, Erdogan tue la démocratie turque. Le calendrier diplomatique offre parfois des coïncidences teintées de cynisme, alors que 70 chefs d'État et de gouvernement défilent aujourd'hui même sur le tapis rouge Tambouliote pour assister au premier sommet humanitaire international, sommet organisé par l'ONU. 51 députés de l'opposition sont menacés et Erdogan se dégage le chemin vers l'autocratie. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Eh bien, celle du bien public d'abord, qui assure que le gel du début du mois n'a pas fait que des dégâts dans les vignes. C'est l'autre symbole de la région qui a souffert. Les plantations de cassis en Bourgogne ont aussi également été victimes du froid. Nord Littoral, de son côté, nous propose ce matin d'envisager une nouvelle carrière et pourquoi pas devenir gardien de prison. Figurez-vous que 1800 postes sont à pourvoir cette année. Dans la dépêche du midi, une jeune aveugle toulousaine qui va pouvoir détecter des objets grâce à une prothèse rétinienne révolutionnaire, nous dit le journal de Toulouse. Elle vient d'être équipée pour expérimenter cet œil bionique. L'histoire du jour, c'est un peu une illustration de rester scotché devant sa télé, comme dirait Eva Rock. Ça fait la une de Sud-Ouest, avec un téléspectateur hypnotisé par sa télé samedi soir. Oui, devant Star sous hypnose, présenté par Mesmer sur TF1. Le quinquagénaire commence à suivre les consignes de l'hypnotiseur. Une vidéo l'atteste sur Sud-Ouest. Sa femme et ses enfants rient aux éclats de voir leur époux et père se prendre au jeu, de joindre les mains, de laisser les doigts se rapprocher. Sauf qu'au moment où à la télé, l'animateur demande à chacun de lever les bras, dans son canapé, ce Landais de Parentis sans borne se fige et rien, absolument rien n'y fait. Ni l'eau sur son visage, ni les allez papa, c'est plus drôle maintenant, vas-y réveille-toi. Ses doigts deviennent même carrément violets. Une plaie au niveau de son poignet se rouvre. Le tout va durer plus d'une heure. Même les secours qui au départ pensent à un canular n'en sont pas revenus. C'est sa femme qui a finalement eu l'idée de le regarder dans les yeux en lui disant « Tu vas te réveiller à la 1, à la 2, à la 3. » Ça a marché, tout simplement. Aujourd'hui, l'homme raconte cette revue. Il restait tombé dans le coma. La famille a appelé TF1 pour les inciter à prévenir les téléspectateurs de ne pas tenter ces expériences d'hypnose chez eux. Alors, Sud-Ouest l'assure, il y a donc cette vidéo. Et puis, il y a un spécialiste qui témoigne aujourd'hui dans les pages du quotidien, qui assure que ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Il faut être hyper suggestible. Ça peut toucher 4 à 5% de la population. J'ai du mal à le croire. Ah non, c'est dingue. C'est curieux. Ça paraît complètement dingue. Axel, Nous sommes le lundi. Axel. Nous sommes le lundi 1er avril. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, sera sans doute l'image de la semaine. Barack Obama à Hiroshima, cérémonie prévue vendredi. Une visite historique, mais sans excuse. Oui, il n'y a pas d'excuse prévue. Barack Obama l'a dit très clairement il y a quelques heures à la télévision japonaise. Un entretien diffusé par la chaîne NHK, au cours de laquelle il prépare un peu le terrain. Alors, je l'ai déjà dit dans ce kiosque, jamais un président des États-Unis n'est venu se recueillir là où les Américains ont largué la bombe le 6 août 1945. C'est vous dire donc l'importance de cette visite. Mais donc, Barack Obama ne présentera pas d'excuses officielles, il le dit dans l'interview. Chaque leader prend parfois des décisions difficiles, en particulier en temps de guerre, explique le président,
qui précise qu'il est bien placé pour le savoir, lui qui est à la tête des États-Unis depuis plus de 7 ans maintenant. Et c'est le travail des historiens de poser des questions, d'analyser. Lui, il ne vient pas pour revisiter le passé, il vient pour parler du futur, un futur sans armes nucléaires, dit-il. Alors cette visite, ça sera déjà quand même un grand pas, c'est ce que dit le maire d'Hiroshima dans les colonnes du Japan Times. Alors lui non plus n'attend pas d'excuses officielles, mais évidemment les amis, chaque mot, chaque geste de Barack Obama sera disséqué, analysé, interprété vendredi prochain dès qu'il aura posé le pied à Hiroshima. Et on suivra évidemment tout ça de très près. Axel de Tarlet, luxe sous pression, Cartier rachète ses stocks de montres, c'est dans les Échos. On se demande si c'est pas le kiosque des gags ce matin, entre celui qui s'endort devant sa télé et vous qui demandez à Cartier de racheter ses montres. Alors en fait c'est le groupe suisse Richemont qui est le numéro 2 mondial du luxe et qui possède de très nombreuses marques de montres. Alors moi je suis pas un spécialiste mais il y a Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Jaeger, Le Coultre, je prononce bien, IWC, Vacheron Constantin ou encore Baume et Mercier. Toutes ces griffes de montres appartiennent au groupe Richemont et les montres de luxe se vendent nettement moins bien, moins 1% l'an dernier, moins 15% en avril. Pourquoi ? Eh bien parce que les Chinois achetaient beaucoup de ces montres et il y a une campagne anticorruption en Chine. Donc si en Chine, un fonctionnaire d'État porte une montre suisse à plusieurs milliers d'euros, maintenant il a de fortes chances de se retrouver en camp de rééducation. Vous voyez. Et puis deuxième chose, les touristes... dans la demi-mesure. Voilà. Enfin, il va elle est avoir des belle ta soucis, montre, voilà, il va pas avoir la promo. Deuxième problème, c'est que les touristes chinois achetaient beaucoup de ces montres quand ils voyageaient en Europe et à cause des attentats terroristes, ils viennent nettement moins en Europe, donc ils achètent moins de montres de luxe. Du coup, il y a un problème. Que fait-on des invendus ? Parce que chez Richemont, il y a la nouvelle collection qui va arriver en boutique. Donc que fait-on de l'ancienne collection ? Une acheter, une offerte. Et ben voilà. Alors justement, ça c'est ce qu'on fait partout, mais dans le luxe, on ne le fait pas. On ne brade pas de sol parce que ça abîme la marque. Si vous voulez, il faut garder l'exclusivité, l'unicité. Vous vous rendez compte des gens qui ont acheté 5000 montres, 5000 € une montre, puis ils la voient 6 mois après bradée à 1500 €, ils sont furieux. Donc que va faire Richemont et avec Cartier notamment ? Eh bien, il va lancer un plan de rachat de stock. Donc alors, les montres seront quand même pas passées au pilon, mais enfin, elles vont être démontées, ces montres Cartier. Richemont va juste récupérer le mouvement et les bijoux, et le reste, hop, au recyclage. Tout ça pour vous dire qu'il y a un parfum de crise dans l'horlogerie suisse qui par ailleurs supprime 500 emplois sur les 9000. Et moi j'ai pas de montre. Hein. Je pense que je vais pas regarder votre poignet parce que si à la fin de la semaine vous avez une Van Cleef, une Cartier, une Richemont peut m'envoyer un avant. Vous aurez de la raquette Richemont, rien de plus mon cher ami. Et ici on n'est pas envoyé en camp de rééducation si on porte une jolie montre. Bah, méfiez-vous, ça vous pend au nez. Féministe en tout genre, la chaîne parlementaire Assemblée nationale, c'est ce soir à 20h30 Eva Rock. Oui, c'est quoi être féministe aujourd'hui ? Alors pour tenter d'y répondre, c'est la réalisatrice Béatrice Vann qui a mené une série d'entretiens avec des femmes très différentes, militantes ou pas. Et ça commence avec un petit point historique par l'auteur Charlotte Lazimi qui en dit long. À l'origine, le féminisme a été, je crois, créé par Alexandre Dumas et c'était une pathologie qui désignait des hommes trop féminins. Donc c'était quelque chose d'assez négatif. Et voilà, et le côté négatif est un peu resté selon elle. Vous allez entendre des blogueuses, des chercheuses, des médecins, des PDG. En fait, elles réfléchissent toutes sur la position de la femme et surtout, elles essayent de lutter contre les clichés. Il y a par exemple Élise, elle travaille dans un planning familial. Elle a l'habitude d'intervenir dans les maternelles où elle explique la différence entre les hommes et les femmes. Et quand elle demande s'il y a des jeux qui sont réservés aux filles ou aux garçons, réponse des enfants. Il y a des jeux qui sont parfois très très mixtes. Est-ce que tu penses pas que tous les jeux pourraient être mixtes ? Non. Pourquoi ? Non, parce que Spider-Man, des fois il y a des filles qui n'aiment pas ça. Oui, mais il y a des garçons qui n'aiment pas Spider-Man aussi. Bah oui. Moi j'adore Spider-Man. Ouais, Moi j'adore Spider-Man. Moi, je préfère Capitaine Flamme. Ah, j'en étais sûre. N'importe quoi. Mais en fait, on s'aperçoit surtout que les stéréotypes et les propos caricaturaux ont quand même la vie dure. Écoutez l'écrivain, journaliste et militante Benoît de Groot. On me disait, oh, si t'es féministe, tu te marieras jamais parce que les hommes détestent les féministes. Et quand des journalistes viennent me voir, ils me disent, vous êtes encore féministe ? Comme si j'avais une maladie incurable. Bon, mais c'est bien ou c'est pas bien alors, Eva ? Alors, sur la forme, c'est pas réussi parce que c'est un empilage de témoignages. Je le dis sincèrement, mais alors sur le fond, en fait, finalement, c'est pas la question parce que sur le fond, c'est réussi dans la mesure où on comprend, grâce à la diversité des témoignages, la difficulté d'abord à définir un terme, à y voir ce que ça englobe, et puis surtout, on comprend que tous les acquis des 50 dernières années sont quand même extrêmement fragiles et que ce discours homme-femme structure vraiment tous les problèmes qu'on a dans la société occidentale ou pas d'ailleurs. Voilà, donc féministe en tout genre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, c'est ce soir à 20h30. Le conseil des Varrocs, si je résume, c'est regarder plutôt les Molières sur France 2. Ah, mais aussi, voilà, c'est vrai, oui. aussi. Oh oui, oh oui.